Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, pour un petit épisode de réflexion sur l'intelligence artificielle. D'un point de vue externe, en termes de résultats, les intelligences artificielles du futur vont pouvoir faire plein de trucs mieux que nous. Beaucoup mieux que nous. Mais ça ne sera jamais vraiment important pour une IA de faire ces choses. Du moins, tant que les IA n'ont pas d'expérience. Et pour le moment, il n'y a aucune perspective concrète que les intelligences artificielles du futur auront de l'expérience. Peut-être qu'à un moment donné, elles auront de l'expérience. Mais, selon moi, c'est forcément très lointain. Et ça sera précédé de plein de choses avant cela. C'est-à-dire que les IA sans expérience vont radicalement changer le monde bien avant l'arrivée des IA qui ont de l'expérience. Pour dire à quel point on est encore très loin d'avoir des IA ayant de l'expérience, en fait, sans même parler d'expérience, les IA actuelles ne comprennent même pas ce qu'elles font et ce qu'elles produisent. Elles sont incapables de penser par elles-mêmes et donc de générer des choses qui ne soient pas déductibles de ce qu'elles ont appris. Donc, avant même de parler d'expérience, la prochaine grande étape pour les IA, ça va être de comprendre et de penser. Ce qui est complexe à mettre en œuvre, mais en même temps beaucoup moins que de créer des IA ayant de l'expérience. Il n'y a pas besoin d'avoir des IA avec de l'expérience pour avoir des IA capables de comprendre et de penser. Mais on n'en est clairement pas encore là, même si les IA du style ChatGPT donnent l'illusion de penser et de comprendre. C'est juste une illusion. ChatGPT et compagnie, ils ont une approche très bizarre et contre-intuitive. Au fond, ils ne font qu'apprendre comment l'humanité a utilisé des patterns de symboles, des patterns de lettres, et extraire des règles d'utilisation de ces symboles, pour ensuite pouvoir réengager et recombiner certains de ces patterns de symboles ensemble pour générer des textes. Les textes produits par ChatGPT sont globalement logiques et sensés parce que les textes desquels il a extrait ces règles étaient logiques et sensés. Et c'est pareil pour les IA qui génèrent de l'art. Elles analysent et extraient les patterns dans les images et ensuite réemploient ces patterns. Ça donne des résultats impressionnants, mais à aucun moment il n'y a de la pensée ou de la compréhension. Et vu qu'il n'y a pas de pensée et de compréhension, eh bien, ça marche seulement parce que l'humanité, qui a produit la base de texte que l'IA a analysée, elle avait pensé et compris ces textes et les symboles qui les composent. Pour dire les choses autrement, l'humanité a maintenu une correspondance entre l'usage des symboles et le sens associé à ces symboles. Et parce que l'humanité a maintenu cette correspondance, eh bien, une IA qui se base juste sur l'usage de ces symboles et qui respecte elle-même l'usage qui en a été fait par les humains, eh bien, son usage des symboles va assez naturellement correspondre à du sens d'un point de vue humain. ChatGPT réengage l'une des formes externes de notre pensée et de notre compréhension, mais en lui-même n'a pas de pensée et de compréhension. C'est complètement délégué et externalisé. Autrement dit, ChatGPT est juste, entre guillemets, une sorte de miroir très spécial et sophistiqué. Mais ça reste un miroir, qui ne fait que refléter des choses. Si vous vous regardez dans un miroir en train de rire, vous n'allez pas dire que le miroir a des émotions. Eh bien, c'est pareil avec les IA actuelles. Ce n'est pas parce que ça donne l'apparence de compréhension qu'il y a compréhension. Leur compréhension est à 100% gérée par l'humanité. En gros, on est une partie intégrante de ChatGPT. ChatGPT est à 100% dépendant de nous pour s'occuper de la partie compréhension. Car ça, il ne sait pas du tout faire. Il ne fait qu'analyser des textes qui reflètent une compréhension déjà effectuée. Il analyse comment les symboles ont été utilisés, mais pas à quoi ils correspondent. Un peu comme un joueur qui apprendrait par cœur des stratégies qui marchent, qui ont été éprouvées, et quand il faut les utiliser, mais qui n'aurait jamais compris le fond de ces stratégies. Et donc, logiquement, ChatGPT est à 100% limité par nous également. Limité par nos limites. Limité par notre compréhension. C'est en quelque sorte le grand paradoxe actuel de l'intelligence artificielle.
on veut créer l'intelligence artificielle pour faire des choses qu'on est incapable de faire. Mais, en même temps, l'intelligence artificielle emploie notre compréhension. C'est comme si l'IA était un studio de production et que, pour gérer la partie compréhension de sa production, elle employait un studio externe, à savoir l'humanité. Comme si la compréhension était un composant secondaire du produit final qu'est l'intelligence, qu'on peut refiler à un studio tiers. Mais c'est aberrant, parce que la compréhension, c'est ça qui requiert vraiment d'intelligence. C'est le cœur de l'intelligence. Et l'intelligence artificielle actuelle ne s'en occupe pas du tout. C'est pour ça que c'est un peu du foutage de gueule d'appeler les intelligences artificielles actuelles des intelligences. C'est fallacieux. C'est plus des modèles, des banques de données avancées qui sont interactives, adaptatives et dynamiques. Ce qui va être intéressant d'un point de vue technologique, c'est qu'on aura des vraies intelligences artificielles qui soient vraiment capables de gérer elles-mêmes la partie compréhension, de produire leurs propres données, au moins dans une moindre mesure. Là, elles pourront vraiment nous dépasser et nous apporter du nouveau, et non simplement refléter efficacement notre base de connaissances humaines. Mais ça, c'est vraiment un autre paradigme que celui dans lequel on est actuellement. Apprendre à parler parfaitement le chinois sans comprendre le chinois. Pour comprendre ce que fait ChatGPT actuellement, et à quel point, malgré sa maîtrise, son approche du langage est indirecte, imaginez qu'on vous donne une banque de textes dans une langue que vous ne comprenez pas du tout. Par exemple, admettons qu'on vous donne une banque de textes en chinois. Et à partir de là, votre challenge, ça va être de décortiquer ces textes et de développer la capacité de dialoguer avec une personne qui parle chinois, mais attention, sans jamais avoir appris le sens d'un seul mot de chinois, ou même d'un seul symbole chinois en fait. Dit autrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez analyser d'un point de vue purement visuel toutes les régularités dans la distribution statistique des symboles et des groupes de symboles dans les textes. Et vous allez développer une maîtrise telle de cette distribution statistique qu'en vous basant dessus, vous pourrez dialoguer avec un chinois même si vous ne comprendrez pas le sens de ce qu'il dit, ni le sens de ce que vous dites. C'est bizarre comme challenge, mais pourtant, c'est exactement l'approche de ChatGPT. Pour nous, c'est se mettre une contrainte inutile d'essayer de maîtriser une langue par cette approche indirecte, en se privant de compréhension. Parce que nous, on est potentiellement capable de comprendre le sens des mots de cette langue, et que c'est très fastidieux et lent pour nous d'analyser la distribution statistique des symboles et d'en tirer des relations. Mais pour une intelligence artificielle actuelle, ce n'est pas une contrainte, car c'est l'inverse. Elle ne se prive pas, elle est incapable de comprendre le sens des mots, mais en revanche, c'est très facile pour elle d'analyser en masse et très rapidement la distribution statistique des symboles et d'en tirer des relations. Sa capacité de traitement et sa mémoire sont théoriquement infinies. Donc, cette approche lui convient très bien. Bref, encore une fois, si vous étiez à la place de ChatGPT, pour développer la compétence de dialoguer en chinois sans comprendre le chinois, ce que vous ferez, c'est que vous analyserez d'un point de vue purement visuel et spatial toutes les régularités dans la distribution statistique des symboles et des groupes de symboles dans la banque de texte chinois qu'on vous a donnée. Vous allez analyser ça pendant l'équivalent de plusieurs vies jusqu'à développer une vraie maîtrise de ces régularités, jusqu'à développer un modèle mental ultra complexe de la distribution de ces régularités. C'est ça que fait ChatGPT, mais à une vitesse infiniment plus grande que ce qu'on peut faire en tant qu'humain. Ce qui rend l'entreprise viable pour lui, alors qu'elle ne l'est pas pour nous. Il analyse la distribution statistique des symboles dans les textes, il analyse les récurrences, les associations, les probabilités d'association. Il fait ça au niveau des lettres, mais aussi au niveau des groupes de lettres, c'est-à-dire des mots, et au niveau des phrases. Et probablement aussi au niveau des groupes de phrases en fait, pour pouvoir gérer le contexte. Et il devient en quelque sorte un grand maître de la distribution de ces symboles.
Il connaît les relations entre les symboles à plein de niveaux différents. Donc, à partir de là, si on lui donne des symboles chinois qui correspondent à une question, il va pouvoir répondre à cette question en termes purement visuels, sans jamais chercher à l'interpréter. C'est-à-dire qu'il va faire correspondre les symboles de la question à son modèle de la distribution statistique des symboles, et à partir de là, renvoyer les régularités qui correspondent. Et comme ces régularités sont implicitement liées à du sens, étant donné que la base de données initiale qui a fait émerger ces régularités était une base de textes qui ont du sens, eh bien, la magie, c'est que pour nous, les symboles qu'il va renvoyer auront du sens. Alors qu'à aucun moment ChatGPT n'aura raisonné au niveau du sens des symboles. Il aura toujours raisonné entre guillemets au niveau de leur régularité statistique. ChatGPT reste fondamentalement agnostique à ce qu'il traite, même s'il est un peu ajusté pour s'adapter au domaine du langage humain. Il pourrait grosso modo faire exactement ce qu'il fait en analysant les régularités dans la distribution des grains de sable dans le désert, les régularités dans la distribution des messages nerveux dans un organisme, ou n'importe quoi d'autre. Et donc, en gros, si vous suivez l'approche de ChatGPT avec la base de données de texte chinois, au final, ça sera comme si vous saviez parfaitement parler avec un chinois, sans à aucun moment comprendre ce que votre interlocuteur raconte et ce que vous lui répondez. C'est un peu le même principe qu'un psychopathe qui parviendrait à apprendre à utiliser et manipuler l'apparence d'émotions sans jamais ressentir ni comprendre les émotions. Dit autrement, l'approche de ChatGPT est une approche qui est fondamentalement de bas niveau, qui se rapproche du fonctionnement de certains autistes et certaines personnes ayant le syndrome du savant, qui arrivent à faire des trucs de fou grâce au traitement de bas niveau, mais qui sont globalement déficients intellectuellement parlant. Parce que ce qui caractérise l'intelligence humaine, c'est surtout le haut niveau, l'abstraction, la synthèse, la compréhension, le sens, tout ça. C'est beaucoup plus gestaltique, c'est-à-dire que les tout que l'on traite, ce n'est pas juste des assemblages de parties. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on a des zones du cerveau qui, justement, suppriment l'accès au bas niveau. Ça nous permet d'opérer à un niveau d'abstraction plus élevé, comme le niveau social par exemple. Le zombie aveugle. Une autre image pour caractériser les IA actuelles, et notamment leur dépendance de notre compréhension, ça serait un zombie sans yeux, donc aveugle, mais dont la programmation cérébrale lui permet de reproduire les mouvements des êtres humains. Donc admettons qu'on veuille que le zombie traverse un nouveau parcours d'obstacles qu'il n'a jamais vu de son vivant. On va prendre un être humain normal, on va lui mettre une combinaison de mocap, une combinaison de capture de mouvement, avec des capteurs et tout. Il va traverser le parcours d'obstacles grâce à sa perception et ses capacités. Et durant ce traversée, on va enregistrer tous les mouvements de son corps via la combinaison qu'il porte. Ensuite, une fois qu'il a fini le parcours, on va télécharger les données de sa traversée dans le cerveau du zombie sans yeux. On va mettre le zombie sans yeux au même point de départ du parcours d'obstacles et on va le programmer pour répéter les mouvements contenus dans les données de traversée du parcours qu'a fait la personne. Et magie, le zombie va aveuglément manipuler les obstacles et traverser le parcours. Là, avec ce scénario, c'est assez clair que le zombie n'aurait jamais pu traverser le parcours si aucun être humain ne l'avait fait pour lui avant. Avec les IA du style ChatGPT, c'est moins clair, mais pourtant, le principe est grosso modo le même. C'est juste davantage distribué et décalé dans le temps, mais il ne fait que répéter habilement des informations qui ont été produites dans le passé par des humains. Et c'est pour ça que les IA actuelles ne peuvent pas vraiment produire leurs propres données. De la même manière que ça paraît absurde que ce zombie sans yeux puisse voir de lui-même quelque chose qu'il n'a jamais vu avant. On doit forcément lui donner la vision, et lui, il utilise notre vision. Avec ChatGPT, on doit lui donner la compréhension, et lui, il utilise notre compréhension. Encore une fois, c'est comme si on était une partie intégrante de cette IA. Car la partie compréhension de ces IA est à 100% externalisée.
le lien avec la créativité. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas créatives du tout, mais qui sont exceptionnellement douées pour apprendre et maîtriser ce que d'autres ont créé, développé et codifié. Ce sont souvent des élèves modèles, mais ce ne sont pas des génies, parce qu'ils ne vont jamais parvenir à sortir de ce monde du connu. Dans mes termes, ce sont des maîtres de l'espace mental aménagé, mais pour ce qui est de l'espace mental primitif, ils ne savent rien en faire. Les intelligences artificielles à la ChatGPT, ce sont en quelque sorte des exagérations de ces personnes qui ne sont pas créatives pour un sou, mais qui sont exceptionnellement douées pour apprendre et maîtriser les disciplines existantes déjà bien établies. Ce sont plus des exploiteurs ou des exécuteurs que des créateurs. Après, ChatGPT c'est pire que ça, car il n'a même pas le moindre système pour se représenter le sens des données qu'il utilise et qu'il produit. Il ne fait que décoder des patterns d'utilisation et ensuite manipuler ces patterns d'utilisation sans jamais vraiment décoder leur sens en gros. À la limite, on pourrait dire qu'il décode les relations entre les différentes unités, mais pas le sens des unités en elles-mêmes. Il n'a pas le pourquoi. Mais encore une fois, tu peux te contenter de décoder des relations seulement si elles existent déjà. Donc ça, ce que fait ChatGPT, c'est possible de le faire à l'envers, c'est-à-dire via la forme externalisée du langage. Mais nous, le langage externalisé, il est secondaire à la pensée interne. C'est juste un moyen d'exprimer la pensée. Il a évolué et émergé en second. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que pour nous, le langage externe/symbolique n'est jamais déconnecté de la pensée. En gros, quand tu lis un livre, tu ne restes pas au niveau symbolique des lettres et des mots. Non, tu traduis les symboles en pensée. ChatGPT, non. Il ne traduit pas les symboles. Il reste sur les symboles et travaille dessus. Comme quelqu'un qui resterait sur les traits pour interpréter un dessin. Donc, peu importe à quel point on gave ChatGPT de données, il ne va jamais pouvoir s'envoler. En revanche, si on parvenait à développer une IA qui peut penser et interpréter le sens des textes qu'on lui donne à grailler, et qu'on fournissait la banque de textes qu'on a donnée à ChatGPT, eh bien, elle va pouvoir tout traduire en pensée, et ce que ça donnerait en effet secondaire, ça serait probablement assez dingue. Alors qu'avec ChatGPT, il n'y a vraiment pratiquement aucun effet secondaire, ce qui démontre bien qu'il ne comprend pas ce qu'il analyse. Sous un certain angle, ChatGPT est impressionnant, mais sous un autre angle, il est extrêmement peu impressionnant. Parce qu'il faut proportionner ce qu'il est capable de faire avec la quantité d'informations et d'apprentissage qu'il a eu. Et cette quantité est infiniment plus grande que celle de n'importe quel être humain durant toute sa vie. Si un humain pouvait télécharger autant de données dans sa tête, en mode Matrix, il pourrait en tirer bien plus que ce que peut en tirer ChatGPT. Il y aurait plein d'émergences, plein d'effets secondaires, plein de conséquences de second ordre, engendrées par la digestion et la synthèse de toutes ces influences. Je pense que pour créer une IA capable de comprendre, il faut dès le départ la créer pour qu'elle puisse penser. Et non essayer de faire émerger la pensée à travers la modélisation de diverses relations. Il faut d'abord un système de pensée, et ensuite, secondairement, un système de langage. La modélisation de diverses relations langagières à la ChatGPT, ça peut servir à bien développer la pensée, mais pas à la faire émerger. De la même manière que aller à l'école, lire des livres, peut nous permettre de bien développer notre pensée. Faire de nouvelles connexions, extraire des patterns, c'est une brique essentielle du développement de la compréhension chez nous aussi. Mais c'est juste une brique insuffisante. Parce que nous, à chaque fois qu'on fait une nouvelle connexion entre deux éléments, eh bien, on a un insight, une vision interne de ce à quoi ça correspond. Et c'est seulement pendant et après cet insight qu'on comprend. Au début, quand tu as juste la connexion qui vient de se faire, tu ne comprends encore rien de nouveau. Et ChatGPT, il en reste toujours au stade de la connexion. Il ne va jamais plus loin, car il ne peut pas. Donc clairement, en ayant une IA fondamentalement conçue pour penser,
ça sera quand même ultra bénéfique de la combiner avec une IA style ChatGPT. Car on pourra créer un cercle entre le développement de la pensée et le développement du modèle du langage. Et faire émerger une pensée de fou grâce à la banque de ChatGPT. Mais là, ChatGPT, peu importe à quel point sa banque s'améliore, il est très peu probable que ça le mène un jour à une pensée. En gros, c'est comme si le modèle de relation, c'était une sorte d'échafaudage. Quand tu as cet échafaudage, tu peux très efficacement guider la pensée pour se développer autour de l'échafaudage. Mais peu importe à quel point tu développes l'échafaudage et son étendue, si tu n'as pas de pensée pour se développer dessus, ben, ça sera creux. ChatGPT peut quand même générer de nouvelles connaissances via sa maîtrise visuelle et statistique du langage, mais c'est très limité. C'est plus de l'extrapolation que de la génération à proprement parler. Il pourra très difficilement découvrir des gros trucs, faire des inférences significatives, car ça demande une compréhension gestaltique des tout, et non une compréhension en partie des tout. Il faut raisonner sur des ensembles très grands, et ça demande de l'abstraction, pour réduire ces ensembles à leur essence. Et sur ce, voilà qui clôt cet épisode de réflexion sur l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut surtout en retenir, c'est qu'on peut distinguer 3 paradigmes pour les intelligences artificielles. Le paradigme A, c'est la maîtrise aveugle, sans appliquer ni expérience ni compréhension. C'est le paradigme des IA actuelles. Elles ne s'approprient pas vraiment les données et sont très dépendantes de nous pour certains aspects critiques de leurs compétences. Le paradigme B, ce sont les IA capables de penser et de comprendre, qui se représentent le sens de ce qu'elles traitent, mais sans expérience. Le paradigme C, ce sont les IA dotées d'expérience. Bien sûr, on peut créer des paradigmes qui combinent ces paradigmes ensemble, mais ce qui est intéressant de réaliser, c'est que les 3 composantes sont fondamentalement indépendantes. On peut aussi plus ou moins lier ces 3 distinctions aux distinctions classiques entre IA spécifique, IA générale et super IA. IA avec développement supervisé ou non supervisé. Mais en réalité, c'est un axe complètement dissocié. C'est plus un axe psychologique, on va dire, ou philosophique. Bref, si je vous ai fait cet épisode, c'est en grande partie parce que le prochain épisode de la série sur l'importance va concerner l'intelligence artificielle. Ça ne sera pas nécessaire d'avoir compris ce que j'ai dit dans cet épisode, mais c'est complémentaire. Je ne voulais pas trop déborder sur les détails à propos de l'IA dans l'épisode sur l'importance, donc j'en ai fait un épisode bien distinct. Allez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, ciao.